Le 8 décembre 2024, le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham a mis fin à l'un des régimes les plus sanguinaires au monde, celui de Bachar al-Assad. Mais la guerre dans le pays n'est pas terminée pour autant et le sort des Kurdes, principalement installés dans le nord-est de la Syrie, est aujourd'hui incertain. Des milices arabes pro-turques ont déjà commencé à les déloger des régions de Manbij et de Tal Rifat, provoquant le déplacement de plus de 100 000 personnes. Et c'est maintenant au tour de la très symbolique ville de Kobané d'être encerclée par ces milices arabes pro-turques. Ville symbolique car c'est ici que les Kurdes avaient remporté une bataille décisive face aux djihadistes de l'État islamique en 2015. Alors faut-il aujourd'hui s'inquiéter pour ceux qui ont été présentés par le passé comme des héros par l'Occident ? Faut-il laisser faire la Turquie et ses milices désireuses de chasser les forces kurdes loin de la frontière turque ? C'est avec vous que l'on va en parler. Adel Bakawan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient à l'IFRI. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui sont ces milices arabes pro-turques rassemblées sous le nom de Armée nationale syrienne qui se battent actuellement contre les Kurdes en Syrie? Tout d'abord, ce sont des Syriens. Ils ne sont pas des Turcs, ils sont des Syriens. Parmi les 4 millions de Syriens réfugiés en Turquie depuis 2011, la Turquie a parfaitement réussi à les fédérer, les armer, les soutenir, les accompagner, les accompagner vraiment brigade par brigade. Mais donc ce sont à la base des réfugiés syriens en Turquie? Absolument, des réfugiés syriens, mais engagés dans le combat contre Bachar al-Assad sans aucun soutien de la communauté internationale. Et la Turquie a profité à la fois de leur présence en tant que réfugiés sur le sol syrien, mais aussi en tant que combattants contre le régime Bachar al-Assad, à les organiser, à les fédérer, à les soutenir, à les armer, à les accompagner et à les mettre au service de son agenda. Mais pourquoi? Quel est leur intérêt à eux de combattre les Kurdes? Alors, numéro 1, d'avoir accès aux ressources de l'État turc. Numéro 2, avoir le soutien de la Turquie dans leur combat contre le régime l'ancien régime de Bachar al-Assad. Et d'une manière réciproque aussi, ils rendent service à cet État turc, surtout par rapport à sa politique contre les Kurdes en Syrie. On en est où aujourd'hui justement des combats? On a vu que Manbij était tombé. Kobané, ce n'est plus qu'une question de jours avant qu'un assaut soit lancé sur la ville? Écoutez, les Kurdes étaient forts du soutien de la communauté internationale, notamment des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni et surtout de la France. Aujourd'hui, malheureusement, heureusement pour qui? Malheureusement, ça dépend de comment on voit les choses. Pour moi, heureusement que le contexte a changé à Damas, n'est-ce pas? Bachar al-Assad, le despote, n'est plus au pouvoir. Et le changement de ce contexte à l'échelle nationale agit bien évidemment sur le contexte local. Autrement dit, le contexte des Alaouites, des chrétiens, mais aussi et surtout des Kurdes. Les États-Unis d'Amérique, jusqu'à hier, n'allaient pas à Damas. Aujourd'hui, il y avait une grande délégation américaine à Damas, n'est-ce pas? On peut imaginer qu'ils ont évoqué le sort des Kurdes auprès des nouvelles autorités? Absolument. D'une manière inconditionnelle. Bien évidemment, les Français ont parlé à la fois avec les Turcs, avec Ahmed Shar, de la question kurde, les Américains, les Anglais, les pays arabes, l'Irak, etc. Mais donc la communauté internationale se préoccupe des Kurdes? À l'échelle d'éthique. Aujourd'hui, la communauté internationale pense qu'elle a une dette par rapport aux Kurdes. Mais un deuxième élément, la communauté internationale pense que jusqu'à aujourd'hui, les Kurdes peuvent être encore, pour quand on ne sait pas, le garant de la protection de ces camps dans lesquels les djihadistes internationalistes, mais aussi les djihadistes locaux se retrouvent. Alors donc, pour ces deux raisons-là, d'abord une raison éthique et ensuite la question sécuritaire, ils défendent encore les Kurdes. Mais je ne suis pas tout à fait persuadé que cette défense, ce soutien de la communauté internationale va jusqu'au bout. Oui, parce que concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur le terrain face à la Turquie qui, elle, vous l'avez dit, a armé les milices et surtout bombarde les zones kurdes, si j'ai bien compris? Ça, c'est une question très importante parce que là, si on peut parler d'un gagnant ou le gagnant le plus important à l'échelle moyen-orientale,
par rapport à la chute de Bachar el-Assad, c'est bien évidemment et incontestablement, c'est la Turquie. La Turquie, aujourd'hui, dans les rapports de force en Syrie, c'est l'acteur le plus dominant, le plus fort. Ahmad al-Shara, certes, a un mot à dire. Hayat Tahrir al-Sham a un mot à dire par rapport à ce qui se passe dans le nord-est de la Syrie. Mais celui qui a le dernier mot, c'est Recep Tayyip Erdogan, d'ailleurs, qui seront à Damas dans 2 semaines. Hein. C'est le premier chef d'État qui seront à Damas. C'est très, très significatif. Il va faire sa prière à la mosquée à l'Umayyad. C'est encore très, très significatif pour dire, certes, je ne suis pas le président de la République syrienne, mais j'ai le dernier mot. Numéro 1. Numéro 2, la Turquie a l'armée la plus puissante au Moyen-Orient. Et les Kurdes, certes, ils sont très, très bien armés, ils sont des combattants aguerris, mais face à cette grande armée, sans un soutien de la communauté internationale, il est peu probable qu'ils puissent résister. Et les nouveaux hommes au pouvoir, justement, les forces HTC, qu'est-ce qu'ils en pensent des Kurdes? J'ai cru comprendre qu'ils avaient déjà l'intention de récupérer les zones kurdes et de les intégrer à la Syrie réellement, et qu'ils ne voulaient pas du tout en faire un pays fédéral avec... 2 choses. La première, Ahmad al-Shara a déjà envoyé des messages très, très, très positifs par rapport au peuple kurde en Syrie, en disant que le peuple kurde... Vous voulez inclure tout le monde. Voilà, exactement. C'est une composante très importante de la société syrienne et il faut absolument prendre en compte ses revendications, ses droits, autant que Syriens, autant que peuple kurde, mais à l'intérieur de la Syrie. Numéro 1. Numéro 2, la deuxième chose, c'est qu'il a dit en même temps, les organisations terroristes doivent quitter la Syrie. Et en parlant des organisations terroristes, on parle bien évidemment du PKK. Le PKK, c'est-à-dire le Parti des travailleurs de Kurdistan de la Turquie, qui sont là depuis 2011. Pourquoi? Pour lutter contre l'organisation Daesh. Alors, pour la première fois, et ça c'est très important, pour la première fois, Mazloum Abdi, le général kurde de Syrie, a reconnu officiellement ce matin la présence de ces Kurdes de Turquie dans le territoire de Rojava. Et il dit, au moment où on signe un cessez-le-feu avec la Turquie, tous ces combattants-là, qui sont estimés à peu près à 2000 combattants, quitteront le territoire syrien. Le président Erdogan dit non. Tout d'abord, il quitte le territoire syrien, c'est-à-dire Rojava, et ensuite on va réfléchir par rapport à ce cessez-le-feu, on signe ou pas. Et là, le désaccord, c'est là. Avant ou après, ils quitteront le territoire syrien. Donc on comprend bien qu'il y a un bras de fer en jeu entre la Turquie et les Kurdes de Syrie. Les Kurdes qui peuvent être potentiellement les grands perdants de la chute de Bachar el-Assad, sauf si... Et là, ce n'est pas la première fois. Les Kurdes ont été abandonnés en 75 par les Américains, en 91 par les Américains, en 2003 à peine. Mais oui, on a l'impression que l'histoire se répète. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Adel Bakawan, d'avoir été notre invité pour répondre à cette question consacrée aux Kurdes de Syrie. Un mot